L'une des pires choses qui pourrait m'arriver, c'est de me rendre compte au crépuscule de ma vie que je suis passé complètement à côté de la mienne. Qu'est-ce que j'entends par passer à côté de sa vie? Et comment puis-je en arriver là? Passer à côté de sa vie, c'est vivre sa vie à partir d'un endroit secondaire, d'un endroit suradapté, d'un endroit conditionné, un endroit qui n'est qu'une part de moi et pas la source vivante de qui je suis. Alors, de quoi on parle? Pour comprendre ce que je peux entendre par passer à côté de sa vie, il faut comprendre avant tout que ce que nous sommes, l'individu que nous sommes, est une source jaillissante, située hors de l'espace et du temps, absolument non matériel, absolument libre, et que cet individu que nous sommes agit dans la réalité à travers ce corps, à travers des pensées, à travers des paroles, à travers des actes, à travers des émotions, à travers des intentions, et qu'il est ici pour expérimenter la relation à l'autre, pour rencontrer l'autre et, à travers la rencontre de l'autre, faire l'expérience de qui il est, on va dire instant après instant, dans le tissu de l'expérience terrestre incarnée. Quand ce corps se matérialise dans cette vie, à la naissance, il va y avoir un conflit entre mon identité profonde et mon aspiration à maintenir le lien avec l'autre. Le premier autre, les premiers autres, ce sont mes parents évidemment. Et je vais être confronté du fait que ces autres ne sont pas dans un accueil inconditionnel de qui je suis, parce qu'ils traînent aussi leur part de blessures, de mémoire, de karma, de traumatisme. Ces autres qui ne vont pas être en mesure de m'accueillir inconditionnellement vont avoir tendance à ne pouvoir garder le lien avec moi, consciemment ou inconsciemment, qu'à certaines conditions. À condition que leur propre zone d'insécurité ne soit pas touchée. Ce qui va faire que dans mon évolution, dans les premières années de ma vie, eh bien, je vais être confronté à ce dilemme. D'un côté, être authentiquement moi, authentiquement l'être que je suis, avec mes aspirations, mes élans, mes désirs, et de l'autre, cette aspiration à garder le lien avec l'autre. Cette aspiration à garder le lien avec l'autre, elle est d'abord ancrée dans l'amour, dans le désir de lien, mais au fur et à mesure où dans le miroir de mes parents qui portent leur propre mémoire traumatique, leurs propres identifications, ce regard qu'ils portent sur moi va m'amener à croire que je suis un être physiquement incarné, un corps, un cerveau, un ensemble de processus physiologiques qui peut mourir. Et donc, progressivement, si ce qui nourrissait mon envie de garder le lien avec l'autre était initialement simplement le désir de prendre soin de l'autre, progressivement va venir se mêler à cette intention initiale des processus de suradaptation et de survie parce que je me prends pour un animal, pour un corps, pour un organisme. Et donc ce mécanisme de suradaptation que je vais mettre en place pour préserver le lien va m'amener progressivement à renier des parts de plus en plus profondes de l'être authentique que je suis par nécessité de survie. Parce que je vais perdre progressivement la clarté par rapport à qui je suis profondément. Et donc l'enfant, le nourrisson, qui demande à travers le regard de ses parents, qui pose cette question « Dis-moi qui je suis, quelque part. Dites-moi qui je suis. » Et dans cette ouverture inconditionnelle qu'est l'enfant, le bébé qui a ce regard et ses sens complètement ouverts sur le monde extérieur et sur l'autre, il va s'imprégner de la réponse que va lui donner son environnement. Et donc, il va acquérir une identité. Initialement, cette identité, il va l'adopter par aspiration à être en lien, et progressivement, cette identité va devenir un noyau de peur et de souffrance. Puisque toute forme
toute personne en tant qu'être vivant, si je me prends pour un organisme, je vais aspirer à survivre. Et donc ces mécanismes de suradaptation vont s'aggraver au fur et à mesure que je vais m'identifier avec ce corps, avec cet organisme, avec cette physiologie que je crois être. Et évidemment, j'ai d'autant plus besoin de l'autre que je suis un être fini, limité et engoncé dans cette prison de chair. Donc ce mécanisme, ce fonctionnement ancré dans le désir de survie, dans les pulsions de survie, va m'amener à construire un faux self, une personnalité, un ego, qui va être constitué pour simplifier, de toutes les traces et de toutes les stratégies de suradaptation que je mets en place pour pouvoir préserver le lien à l'autre et pour pouvoir donc survivre. C'est très bien décrit dans les ouvrages qui traitent des traumatismes d'attachement et donc dans la théorie des attachements, notamment de Bowlby. Comment par des conditions d'attachement insécures, je vais être amené à renier une part de mon soi authentique, de mon être authentique. Donc le faux self, la personnalité, c'est ce voile que j'interpose entre ce que je suis profondément et l'autre. Et je vais perdre le lien avec la liberté et la conscience de ce que je suis. Je vais prendre des objectifs, je vais adhérer à des valeurs par imprégnation avec celles des autres, ou par soumission ou par rébellion. Quelquefois, il m'arrive de construire une identité aussi en contradiction avec mon environnement, parce que c'était ma manière de survivre, de m'opposer à quelque chose. Mais que ce soit par soumission ou rébellion, le point commun, c'est que c'est une réactivité qui va me construire. Cette réactivité va me devenir tellement familière, tellement commune, elle va fonctionner tellement bien à un âge précoce que je vais en faire un mécanisme automatique, une structure, un conditionnement, et que je vais même m'identifier à elle. Ce qu'on appelle la personnalité, c'est cet ensemble de mécanismes que j'ai mis en place pour me protéger de ce que je crains qu'il puisse me détruire et pour protéger le lien et l'appartenance. Mais je ne vis plus dans la conscience que ce vêtement, que cette armure n'est pas moi. Je vais m'identifier à ma personnalité. Et donc mon fonctionnement, ma manière d'orienter ma vie, de gérer ma vie, va être piloté par ces pulsions, par ces réactivités, ces inerties qui héritent de mon histoire passée. Alors par histoire passée, évidemment, si ce concept fait sens pour vous, j'inclus aussi éventuellement des vies antérieures ou parallèles, tout ce qui constitue le karma, ou des vies imaginaires, si vous voulez, ou des vies intérieures. Mais toutes ces traces-là vont constituer cette personnalité. Et elles vont piloter ma vie à partir d'endroits qui sont comme des programmes préécrits. Comme, vous savez, les fiches des vieux pianos mécaniques avec des trous qui jouent une mélodie qui est déjà écrite à l'avance, mais qui n'est pas vivante. C'est pas l'improvisation du pianiste, c'est quelque chose qui est un programme. Gurdjieff, ce mystique, disait qu'avant d'avoir réellement réveillé notre véritable soi, nous agissons comme des robots, des mécanismes automatiques. Et toute la psychologie, quelque part, ne fait que décrire ces mécanismes automatiques. Comment tel ou tel traumatisme va créer telle ou telle réaction, telle névrose ou psychose. Comment on va être déterminé finalement par ces jeux de réactivité à partir d'un endroit où, n'étant plus dans le véritable soi que je suis, eh bien je suis soumis à ces réactivités. Parce que plus je suis identifié, plus je suis insécure, plus je dois me suradapter, etc. Et je peux, au fur et à mesure, dériver de plus en plus de qui je suis. Ce que je suis est là, et mes programmes peuvent m'amener à prendre une direction complètement faussée par rapport à mon aspiration profonde. Et je peux continuer à fonctionner sur ce mode-là, c'est-à-dire sur ce mode qui est piloté par l'extérieur et pas par la source que je suis.
la pire tragédie, quelque part, c'est que ça fonctionne. Si ça fonctionne et que j'arrive à acquérir un semblant, par exemple, de satisfaction sociale, de statut, eh bien, le coût d'opportunité à renoncer à ces fonctionnements est encore plus grand. Et du coup, j'ai encore moins de raisons de remettre en cause ce fonctionnement qui semble fonctionner. On me dit, la vie, c'est ça. Ok, ça semble fonctionner. Il y a plus malheureux que moi. Il y a ceux qui échouent. Et en ce sens, on peut comprendre que toutes les situations de vie qui nous confrontent à des frustrations ou à des limitations de ce fonctionnement automatique sont en réalité des grâces qui nous appellent à reconnaître qui nous sommes. Mais si ça ne vient pas de l'extérieur, eh bien, il y a un autre rappel à l'intérieur. Et on peut appeler ça la culpabilité. La culpabilité, si je la résume, c'est les traces laissées par chaque acte, parole ou décision que j'ai pu prendre qui n'était pas aligné complètement avec qui je suis. C'est un peu comme si vous gardiez en mémoire la trace de tout ce qui vous avait écarté de la vérité. Et cette culpabilité que je peux refouler ma vie durant, en la mettant dans l'inconscient, elle vient dans certaines situations, me rappeler à la vérité. Elles vont créer de la souffrance n'étant pas une punition du ciel, de mon soi, c'est un rappel à qui je suis, un rappel à ma véritable nature. Donc ce mécanisme de rappel à soi, de rappel à mon individu unique, peut fonctionner apparemment comme de la souffrance. En un sens, ce mécanisme, certaines traditions pourraient l'appeler le mal ou Satan. Mais on comprend mieux, quelque part, l'existence de cette souffrance comme si c'était aussi une attention au service de mon anamnèse, de mon retour à qui je suis. Mais au premier abord, quand je suis dedans, je ne vois que la prison. Alors, comment je peux passer à côté de ma vie? Je peux passer à côté de ma vie en faisant l'impasse sur cette quête de qui je suis au-delà de ma personnalité. Ma personnalité, c'est ce qui me fait passer à côté de ma vie. Ce que je crois être en termes d'identité, en termes de choses, ou en termes d'opinion, en termes de valeurs, tout ce qui me fige à un endroit ou à un autre, qui ne me laisse pas la liberté à chaque instant de remettre tout en cause pour pouvoir tout redécider à partir d'un endroit vierge, ça, c'est le programme qui m'empêche d'accomplir ma vie à chaque instant en phase avec l'être unique que je suis. Gâcher ou passer à côté de ma vie, c'est rester hypnotisé par ces mécanismes intérieurs ou par ces mirages extérieurs qui sont en miroir évidemment de ces fonctionnements intérieurs. Si je suis libéré de mes mirages intérieurs, je ne suis plus pris par les promesses illusoires de l'extérieur. Mais au plus je suis pris dans ces trames qui me cachent la véritable lumière que je suis, au plus je suis sensible à ces fausses idoles à l'extérieur, aux illusions de la reconnaissance, du plaisir, de l'accumulation, de l'argent, etc. Tout est jouable dans le jeu de la vie. Il n'y a pas de règle morale. Je suis un être libre qui peut prendre toutes les décisions qu'il veut. Simplement, comme ma nature est profondément juste et aimante, tout acte que je vais poser qui va créer de la souffrance, va créer de la culpabilité en moi. Et cette culpabilité, consciente ou inconsciente, va faire que je vais me punir moi-même par ces forces conscientes ou inconscientes. Je vais recréer de la souffrance. Et c'est ça le karma. Le karma, ou la personnalité, c'est ce qui, dans cette dualité, à la fois se soumet et se rebelle, transgresse et se punit. Tant que ça n'est pas conscientisé et que je continue à agir en désaccord avec l'essence lumineuse et aimante que je suis, eh bien, je vais créer du karma, je vais créer de la culpabilité, je vais nourrir le mental et la personnalité et je vais m'enfermer dans cette carapace de protection et d'agression qui me sépare de moi et de l'autre. Et me prive,
justement de la possibilité de faire l'expérience directe de l'autre, ce qui est mon aspiration profonde. Voilà, c'est le jeu tragique de nos existences. Alors sur un plan plus élevé, bien sûr que tout ça n'est qu'un jeu et que c'est une farce. C'est-à-dire que, en un sens, je choisis de me perdre pour jouer ce jeu-là du challenge ou comme je dis dans d'autres vidéos, de l'escape game. Tiens, je joue à me perdre pour me retrouver. Mais quelque part ici, ce que j'ai cœur à vous transmettre, c'est tiens, voici quelques éléments sur la règle du jeu, possiblement. Non pas de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais sur quoi porter votre attention? Comment comprendre tiens, que tel ou tel acte va créer de la souffrance chez moi, chez l'autre, et que tel ou tel autre acte aura des conséquences qui vont me mettre davantage en harmonie, en lien, en joie. On pourrait dire que la joie, le sentiment de plénitude, le sentiment de pureté, de simplicité, sont des signes, des symptômes que je suis aligné avec qui je suis. La culpabilité, la honte, la dépression, la colère sont des signes quand tout ça est chronique et n'est pas simplement activé par une circonstance donnée, quand ça devient un état, ce sont des signes qu'à un endroit, ma vie n'est pas en accord, en alignement avec qui je suis. Donc, ça crée ça permet de lire, en tout cas, combien sont différentes les voies religieuses et les voies plus intérieures, plus ésotériques, plus mystiques, qui nous invitent, elles, à trouver notre référence, notre vérité à l'intérieur de nous, pas en fonction de dogmes ou de commandements extérieurs. Certaines religions, certaines écoles spirituelles ont édicté des lois qui proviennent réellement du dharma, de la justesse, de la vérité. Hein? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas... Ce sont les commandements de la tradition judéo-chrétienne ou les yama et niyama du yoga sont des règles qui, a priori, vont nous porter à aller a priori plus vite vers notre soi. Parce que notre soi, encore une fois, est amour et respect de l'autre. Mais ces commandements peuvent aussi devenir des facteurs de culpabilisation dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du chemin, je vais pouvoir lâcher ces commandements ou ces dogmes extérieurs qui, dans un premier temps, me donnent un cadre pour avancer. Ce sont des phares qui me donnent des directions. Mais au fur et à mesure du travail, je vais devoir transposer déplacer ma référence de ces systèmes à ma boussole intérieure, à ma vérité intérieure. Et c'est le chemin, en tout cas, que j'ai à cœur d'accompagner à travers l'école Psycélium. L'idée, c'est comment accompagner à partir d'un endroit qui ne cherche plus dogmatiquement à édicter des règles, mais plutôt à ramener l'intention et l'attention sur cet endroit du centre qui va me permettre de trouver ma boussole intérieure et à m'orienter dans cette vie à des moments où quelquefois je suis complètement perdu. Je ne suis pas perdu à cause de l'extérieur, je suis perdu parce que je suis engoncé dans ces voiles d'ignorance, de mental, de ténèbres, qu'à un moment donné, j'ai choisi d'adopter et de nourrir année après année. L'intention, c'est de proposer des espaces, des structures qui vont vous amener à faire cette expérience de retournement de l'attention, à revenir à qui vous êtes ici maintenant, à refaire ce choix instant après instant. Si je me dépouille l'instant d'après, y compris de toutes les conséquences du choix précédent, j'en prends la responsabilité, mais je ne m'enferme pas dans les mécanismes de regret ou de culpabilité, parce que j'en prends la responsabilité. Et instant après instant, en faisant encore et encore ce travail de retournement, piloter ma vie dans l'ici et maintenant à partir de cet endroit de vérité. Cette vérité dont on parle, c'est pas une vérité qui peut être mise de manière définitive sous la forme d'une phrase ou d'un dogme ou d'une loi. Certaines paroles s'en rapprochent plus. Hein, les enseignements, par exemple, du Christ, qui disent... d'abord, honorer votre Dieu ou votre soi plus que tout, et puis ensuite, faites ce que je vous commande. Ce sont des enseignements qui, à mon sens,
et aimer l'autre comme vous-même, hein, qui sont les deux lois fondamentales, les deux commandements fondamentaux du Christ. Il y a quelque chose d'assez essentiel dans ces commandements. Mais même à un endroit, si ça devient une injonction, ça peut être aussi un enfermement. Donc, vivre sa vie à partir de ce centre, et non plus à partir de la périphérie des objectifs du monde extérieur, des autres, de la société, mais aussi la périphérie de mes propres ombres, de ma personnalité, qui n'est qu'à la périphérie de qui je suis. Ça, c'est l'intention de tous ces processus qui seront probablement imparfaits aussi, mais en tout cas, qui, à l'endroit où je suis aujourd'hui, font vraiment sens pour moi. Et j'avais envie, pour clôturer, vous témoigner de cette expérience que j'avais pu faire il y a longtemps, dans un processus comme ça de retournement, où j'avais pu vivre que j'avais besoin de rien d'autre à l'extérieur. Pas de livres, pas de relations amoureuses, pas d'argent, pas de statut, même pas d'être en bonne santé, même pas de pas souffrir, que j'étais complet à l'intérieur et que j'avais instant après instant exactement accès à tout ce dont j'avais besoin. Cet endroit-là qui est complet, pur, simple, qui est juste ouverture, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche parce que c'est le jeu. Évidemment qu'on l'est déjà. Il s'agit pas d'une recherche d'acquérir quelque chose ou de devenir quelqu'un que je suis déjà ou que j'ai déjà. Il s'agit d'un processus de reconnaissance, comme on dit dans la Pratyabhijna, dans l'école tantrique, reconnaître qui je suis. Les gnostiques appelaient ça l'anamnèse, se souvenir de qui je suis. C'est comme si j'avais simplement oublié. Donc c'est revenir à cet état initial que je n'ai jamais perdu, mais que je crois avoir perdu. Sur un certain plan, tout ça n'est pas grave. Se perdre, passer à côté de sa vie, entre guillemets, ça ne peut même pas arriver en réalité, puisque même mes errances sont pilotées par le soi que je suis. Mais ça fait partie du jeu. Et au fond, ce que je cherche, ce à quoi j'aspire à travers tous mes désirs projetés sur des objets, des statuts, des compétences, des qualités, ce ne sont que des manières ajournées de chercher cet espace d'unité, de complétude, de pureté, de simplicité. Donc autant y aller directement, puisque tous les objets secondaires de réflexion de ce désir ne sont que des pertes de temps ou des chemins indirects. Hein, tout comme la souffrance est un chemin indirect, la frustration est un chemin indirect, les échecs sont des chemins indirects. Ils ne sont pas nécessaires, mais si je manque de conscience, alors ils font sens pour me ramener à la complétude de ce que je suis, de ce que je ne veux pas voir, de ce que je ne veux pas sentir, accepter, accueillir. Voilà, c'était quelques mots pour vous présenter le cœur de cette intention, le cœur de ce qui préside à cette école et à toutes les propositions que j'ai vraiment joie à vous transmettre. Merci pour votre attention et à bientôt.